On voulait un Grand Prix avec des dépassements, eh bien on n'aura pas été déçus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn 2025. Beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Alors ce débrief va être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors comme d'habitude, dans un premier temps, on va faire le résumé de la course, puis ensuite on enchaînera avec les top flops. Mais pardonnez-moi d'avance si je passe certains détails. C'est tout à fait normal si je passe certains dépassements, puisque oui, aujourd'hui on a eu énormément de dépassements. Là, pour les top flops tout particulièrement, je vais plus vous donner mon avis global sur ce que j'ai aimé, sur ce que je n'ai pas aimé. Vous allez me dire comme d'habitude, mais ça va être beaucoup moins porté sur la course. Bien sûr que je vais passer, bien sûr que je vais vous parler de certaines actions qui sont tout de même très très importantes, mais je ne vais pas vous dire mot par mot ce qui s'est passé pour chaque pilote. Sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Là aujourd'hui on était sur un Grand Prix en plus avec 2 arrêts, même 3 arrêts pour certains pilotes. Donc voilà, j'ai préféré directement passer à l'essentiel. En tout cas, on ne perd pas plus de temps et on est parti comme d'habitude pour le résumé de ce Grand Prix. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas, voilà, un petit pouce, un petit abonnement, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. On est pratiquement rendu aux 30 000 abonnés, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, je vous invite fortement à vous abonner pour suivre cette saison de Formule 1. Ceci dit, on perd pas plus de temps et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Alors, pour commencer ce résumé de la course, je vous montre tout d'abord la grille de départ et c'est nul autre que Oscar Piastri qui a été venu chercher la pole lors de la journée du samedi. Il a été suivi par Charles Leclerc, suivi par Russell Gasly, également en 4ème position, suivi par Antonelli et Lando Norris qu'on peut retrouver à la P6. Très très mauvaise qualif pour Lando Norris, Lando Norris qui est, on va dire, un petit peu lié à Max Verstappen puisque Verstappen s'est lancé à la 7ème position ou même Hamilton 9ème. Au niveau des pneumatiques, à peu près tous les pilotes s'est lancé en pneus tendres, sauf Leclerc et Hamilton dans le top 10. Voilà, les deux Ferrari s'est lancé en pneus médium. Donc on est parti pour le départ aujourd'hui. Oscar Piastri prend un très très bon départ puisqu'il va directement conserver la tête face à un George Russell plutôt insistant sur le départ. D'ailleurs, George Russell va directement prendre la 2ème place face à Charles Leclerc. Très très bon départ également de Lando Norris. Lando Norris qui partait P6 qui se retrouve directement à la 3ème position. Donc un départ assez mouvementé, pas de casse heureusement, mais on apprend quand même qu'il y a un incident qui a été noté vis-à-vis de Lando Norris, voilà, qui aurait été hors de son emplacement sur la grille, voilà, qui aurait été en avance et c'est tout à fait visible. De toute manière, je vous montre une image, on peut directement le voir. Il se prendra d'ailleurs 5 secondes de pénalité. Au 10e tour, on avance et les écarts commencent à se stabiliser malgré qu'on ait bien sûr quelques dépassements, notamment Kimi Antonelli qui va venir dépasser Pierre Gasly pour la P5. Il faut savoir que les premiers arrêts ont commencé à apparaître dès le 11e, 12e tour, même si d'autres pilotes se sont arrêtés bien avant, tels que Isaac Hadjar. Au 11e tour, c'est Lando Norris qui s'arrête au stand. Il effectue donc sa pénalité. Il ressort juste devant Max Verstappen. Au 13e tour, c'est au tour de son coéquipier, le leader de la course Oscar Piastri, de venir s'arrêter. Il ressort P3 avec les pneus médiums. Au 18e tour, c'est au tour des deux Ferrari de venir s'arrêter. Donc le monégasque ressort P5 alors que Lewis Hamilton ressort P11. Donc les deux pilotes vont venir s'arrêter pour les pneus médiums encore une fois dans ce Grand Prix. Donc, après les arrêts de tous les pilotes, on en arrive bien sûr sur certaines batailles et des pilotes vont bien évidemment profiter de leur gomme, tels que Andrea Kimi Antonelli en médium qui va venir dépasser Max Verstappen en dur pour la P7. Au 22e tour, Hamilton va venir passer Dohan, puis ensuite Verstappen. Hamilton qui a retrouvé un très très gros rythme dans ce deuxième relais en pneu médium. Au 25e tour, on continue avec une autre Ferrari, celle de Charles Leclerc. Charles Leclerc en pneu médium qui va dépasser Lando Norris un petit peu plus en difficulté, bien évidemment, Lando Norris qui s'arrêtait bien avant Charles Leclerc. Et un tour plus tard, on pourra voir également un très très beau dépassement de Lewis Hamilton sur Esteban Ocon cette fois-ci pour la P6. Au 27e tour de course, on peut voir des pilotes rentrer une seconde fois au stand, notamment Max Verstappen, avec un arrêt qui est d'ailleurs totalement loupé, 6,2 secondes. C'est le deuxième arrêt loupé pour Max Verstappen aujourd'hui. J'y reviendrai un petit peu plus tard. L'événement marquant qui va venir redistribuer les cartes, entre guillemets, encore une fois, dans ce Grand Prix, c'est dû à un léger contact, voilà, entre Carlos Sainz et Yuki Tsunoda, et un contact qui va laisser des débris sur la piste. Donc arrivé au 33e tour de course, eh bien safety car, voilà, safety car. Tous les pilotes, et je dis bien tous les pilotes, à part ceux bien sûr qui se sont déjà arrêtés, comme par exemple Pierre Gasly, eh bien tous les pilotes vont rentrer au stand et là eh bien on se retrouve sur des stratégies totalement différentes. Piastri va s'arrêter pour les médiums, Leclerc va s'arrêter pour les durs, Russell
pour l'étendre. Donc oui, chaque écurie va parier sur un type de pneu et vous allez pouvoir constater que cela va quand même avoir une certaine incidence jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Au 36e tour de course, eh bien c'est reparti. On peut voir d'ores et déjà une très grosse bataille entre Norris et les Ferrari. Donc Norris va dépasser d'ailleurs Lewis Hamilton, mais il va le dépasser en dehors de la piste. Donc il va devoir rendre la position, mais au 38e tour de course, eh bien Norris va le dépasser, mais cette fois-ci sur la piste pour la P4. Norris va être sur un très gros rythme d'ailleurs jusqu'à la fin de ce Grand Prix, puisqu'il va venir dépasser Charles Leclerc au 52e tour de course. Malgré une très grosse défense du pilote monégasque, il ne pourra pas contenir le pilote britannique. Norris va récupérer une P3, donc une place sur le podium. Jusqu'à la fin de ce Grand Prix, la pression sera notamment sur George Russell, George Russell qui connaît beaucoup de soucis, notamment au niveau de son DRS, au niveau de son tableau de bord, mais George Russell réussira tant bien que mal à contenir la McLaren. Et le classement ne changera pas, et au bout, les amis, de ces 57 tours aujourd'hui à Bahreïn, victoire d'Oscar Piastri, deuxième victoire de la saison pour le pilote australien. Il est suivi par Russell en deuxième position, Russell qui, je le rappelle, était sous enquête, mais il ne sera pas pénalisé dû à son DRS. Et en troisième position, eh bien, on peut retrouver Lando Norris pour compléter le podium. Donc voici les amis, le classement de ce Grand Prix. Mais juste avant qu'on passe au top flop, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Et si je vous disais qu'il y a un moyen de regarder la Formule 1, le football, d'avoir des catalogues différents sur les plateformes VOD, et tout ça pour moins de 3 € par mois, eh bien les amis, si cela vous intéresse, laissez-moi vous parler de Surfshark VPN. Chaque année, on se pose les mêmes questions, et surtout chaque saison, on se pose les mêmes questions. Où regarder la Formule 1? Faut-il prendre un abonnement à un prix exorbitant pour regarder par moment un Grand Prix tous les 2-3 semaines? Mis à part cela dépend bien sûr de là où vous êtes, mais certains sites sont bloqués dans certains pays. Et chaque année, ça devient un véritable problème. Et il faut dire, et on va pas se mentir, que la situation en France à ce niveau-là, eh bien, elle est un petit peu catastrophique. Donc avec Surfshark VPN, vous n'aurez plus de questions à vous poser, puisque Surfshark vous permettra tout simplement de vous connecter à plus de 3200 serveurs répartis dans plus de 100 pays différents. C'est très simple, si vous voulez regarder la Formule 1 gratuitement à travers des chaînes locales, vous téléportez en Belgique. Si vous voulez exactement regarder YouTube sans pub, eh bien vous pouvez changer votre localisation en Albanie. Si vous êtes fan de cinéma ou même de séries et que vous voulez un catalogue beaucoup plus complet, eh bien je vous conseille vivement de vous localiser aux États-Unis et vous aurez des plateformes VOD qui seront totalement différentes. Et ce n'est pas tout, puisque Surfshark VPN vous propose également une totale confidentialité, une totale sécurité. Votre adresse IP est totalement masquée et bien sûr c'est disponible sur tous vos appareils, que ce soit PC, appareil mobile, etc. Donc les amis, si vous êtes intéressés, je vous invite à vous rendre dans la description et également en commentaire épinglé. Vous obtiendrez 4 mois offerts et je rappelle bien sûr que c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo et on est reparti pour le vif du sujet. Donc on est parti les amis pour les top flops et on commence comme d'habitude par les tops. Alors, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, les top flops vont être un petit peu différents. Alors certes, je vais revenir sur la course de certains pilotes. Voilà, ça c'est sûr et certain, mais sur d'autres, je vais prendre un petit peu plus de recul, notamment sur les premiers tops, puisque là j'ai vraiment envie d'évoquer certains sujets avec vous. Alors déjà, le premier top que je vais mettre, et je vous passerai certaines images, histoire que je puisse un petit peu vous résumer la course des pilotes, même si je l'ai, je pense, assez fait au niveau des leaders dans le résumé. Mais bon, déjà le premier pilote que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est bien sûr Oscar Piastri, le plus gros top de ce week-end. Un top qui est indéniable, un top qui est indiscutable. Oscar Piastri, quelle performance, encore une fois, du jeune pilote australien. Lors du samedi, il met tout le monde d'accord. Lors du dimanche, c'est pareil. Même avec une safety car, il termine avec 15 secondes d'avance. Que demander de plus à Oscar Piastri? Par son tempérament, par son comportement, je ressens une sérénité, un calme. Vraiment un calme qui est exceptionnel. Même quand tu l'entends parler à la radio, il est là. Il se prend même pas la tête en fait, il se prend même pas la tête. Pour lui, c'était une petite promenade de santé aujourd'hui. Il n'avait aucune raison de stresser. Il n'a jamais été mis en difficulté, peut-être sur le départ et sur la relance après la safety car. Voilà, il s'est fait un petit peu titiller par Russell, mais sinon, rien de plus. Non, vraiment, le week-end d'Oscar Piastri m'a vraiment impressionné. Deuxième victoire cette saison pour le pilote australien, je le rappelle, voilà. Il prouve encore une fois à McLaren, il prouve encore une fois au monde que ce n'est pas un pilote à prendre à la légère. Et là où je suis, encore une fois, le plus satisfait de la part d'Oscar Piastri, c'est que je trouve qu'il y a une réelle évolution au niveau de ce pilote, que ce soit au niveau de la qualification. La saison dernière, il avait un petit peu de mal, que ce soit au niveau du rythme de course. La saison dernière, il avait un petit peu de mal, que ce soit au niveau de la dégradation. Il avait toujours
un petit peu plus de mal que son coéquipier. Là, il fait vraiment mieux même que son coéquipier. Et c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Et pour être totalement honnête et transparent avec vous, je ne m'attendais pas à ce début de saison de la part du pilote australien. Donc voilà, Oscar Piastri répond totalement à mes exigences lors de ce début de saison. En parlant d'exigences, maintenant on en arrive à un pilote. Alors certes, il est toujours le leader du championnat. Ça, c'est factuel. Voilà, c'est sur le papier, hein. Il est toujours le leader du championnat, bien sûr je parle de Lando Norris. Alors Lando Norris, je vais quand même le mettre dans les tops par rapport à sa belle remontée. Voilà, il part 6ème, il arrive 3ème, il réduit totalement la casse. Je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, certains vont vouloir le mettre dans les flops par rapport à son week-end. Si ça ne tenait qu'à moi, et surtout si ça ne tenait qu'à la journée du samedi, je l'aurais mis dans les flops tous les jours, parce que sa journée du samedi, c'était tout bonnement catastrophique. Et mis à part la qualif, ce qui m'a un petit peu gêné également, c'est son retour voilà, sur la qualification. Quand il arrive en conférence de presse, on le sent un petit peu défaitiste. Je pense pas que ça soit le bon état d'esprit, vraiment, quand tu as envie de jouer le titre. Donc là, on est sur un pilote qui a plutôt bien réduit la casse, mais je n'oublie pas non plus toutes les erreurs. Que ça soit, bon là, la qualif, je vous en ai déjà parlé, mais la course notamment, ces 5 secondes de pénalité dès le début de Grand Prix. Bon, donc ça, c'est une pénalité qui aurait totalement pu être évitée. À la fin du Grand Prix, il n'arrive pas à rattraper Russell qui est en totale perdition. Vous allez me dire, bon, il a dépassé les deux Ferrari, voilà, on connaît tous la faiblesse de la McLaren dans l'air sale, on sait qu'elle a une certaine traînée, donc pour dépasser sur les lignes droites, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Bon, on va pas refaire le Grand Prix, mais tout de même, je trouve que cette 3ème position pour Lando Norris est plutôt bien payée par rapport au week-end qui nous a sorti. Donc là, maintenant, la seule chose que j'ai envie de vous dire par rapport à Lando, certes, il est toujours leader du championnat, mais tout de même, va falloir faire attention, hein. Là, il s'en sort très très bien, il reste en tête du classement pilote. Mais il va vraiment falloir faire un travail sur son mental quand il nous dit qu'il a besoin d'une remise à zéro. Je pense que ça doit être fait très très rapidement. En tout cas, bon week-end des McLaren dans l'ensemble. Là, je vous en parle, mais peut-être que Lando Norris, dès le week-end prochain, va nous sortir une superbe performance, qu'il reviendra. Généralement, lui, il marche bien comme ça, hein. Dès que les gens commencent à le critiquer, c'est là où il revient plutôt bien. Donc on verra ce qui se passera, mais sinon, au niveau du week-end de McLaren, McLaren a été juste incroyable. Ce week-end, je pense qu'ils auraient probablement pu aller chercher le doublé, mais bon, en tout cas le résultat est présent et ils agrandissent encore une fois l'écart avec Mercedes. Et d'ailleurs, en parlant de Mercedes, on en arrive au prochain top et ça devient une habitude, hein. Maintenant ça devient une habitude que je le mette chaque semaine dans les tops. 4 grands prix, 3 podiums, quel début de saison encore une fois de George Russell. Oh là là, quel pilote. Il arrive à s'en sortir à chaque fois dans n'importe quelle situation, il arrive à chaque fois à te donner le meilleur de lui-même. Si on considère aujourd'hui Mercedes comme la 2e force du plateau, si Mercedes est 2e au classement constructeur, c'est en partie grâce à lui. Je n'enlève rien le travail de Andrea Kimi Antonelli, bien sûr on lui donne du temps, c'est un jeune pilote d'ailleurs. J'en profite pour vous dire que Andrea Kimi Antonelli aujourd'hui méritait le top 10 pour ma part avec ses très très beaux dépassements, hein. Je vous montre 2 images. Franchement, Andrea Kimi Antonelli, encore une fois, très très bon pilote. Il prouve, hein, que le choix de Mercedes n'était pas un hasard, enfin du moins le choix de Toto Wolff. Donc pour en revenir à George Russell, il est sur une stratégie à peu près similaire à celle d'Oscar Piastri. Il part en tendre, il s'arrête au 13e tour pour les médiums. Petite différence par rapport à Piastri, c'est que lui, à partir de la safety car, eh bien, il ne va pas s'arrêter pour les médiums, encore une fois, ou pour les hard, il va s'arrêter pour les tendres. Donc ce sont des pneus qui sont extrêmement touchés par les conditions, et ça va quand même le mettre en difficulté, surtout à la fin du Grand Prix. Alors si je reviens sur son Grand Prix en intégralité, il prend un très très bon départ. Il faut savoir qu'il avait une place de pénalité aujourd'hui, ce qui ne va rien changer, puisqu'il va directement reprendre sa 2e position. Il va faire un plutôt bon Grand Prix, mais bon, il va quand même y avoir un certain gap entre la Mercedes et la McLaren. Mais là où j'ai encore plus apprécié la performance de George Russell, c'est qu'il a connu énormément de problèmes. Vraiment, sa Mercedes ne l'a pas du tout épargné. Déjà, il y a eu le problème au niveau du dashboard, au niveau du tableau de bord, son écran ne s'affichait plus. Il va subir un autre problème au niveau de son DRS, c'est carrément son ingénieur qui va lui demander à chaque fois d'ouvrir son DRS au bon moment. Juste pour vous dire la galère du truc. Et il va subir également un autre problème au niveau de sa boîte de vitesse. Et pourtant, malgré tout ça, et malgré le fait également qu'il était sur des pneus tendres, des pneus qui durent logiquement moins longtemps que les pneus médiums, il arrivera tout de même à garder son avantage par rapport à Lando Norris. Après voilà, on va pas se mentir, la Mercedes certes, elle était en très très grande difficulté dans l'enchaînement 5, 6 et 7, là où les McLaren étaient ultra performantes, mais par contre sur les lignes droites, c'était véritablement une fusée, hein. Je pense que c'était l'une des voitures les plus rapides sur les lignes droites aujourd'hui, donc ce qui a plutôt bien aidé, on va dire, George Russell sur sa défense.
avec son compatriote. En tout cas, George Russell, je le mets dans les tops, c'est un top amplement mérité. Il me prouve à chaque fois que c'est l'homme de la situation chez Mercedes. Et on continue avec Ferrari. Et pour Ferrari, alors je vais encore une fois paraître pour quelqu'un d'optimiste, mais je trouve que la performance de Ferrari n'a pas du tout, mais du tout été mauvaise aujourd'hui. Je pense que Ferrari a subi certaines circonstances, notamment par rapport à leur stratégie, par rapport à la safety car, encore une fois. Si je reviens sur les deux pilotes, j'ai bien aimé, même j'ai adoré la performance de Charles Leclerc aujourd'hui, pourrait probablement mériter le podium. Malheureusement pour lui, il se fait dépasser par Lando Norris au 52e tour de course. Mais mis à part cela, je trouve que Charles se retrouve bien mieux dans cette monoplace. On sent que c'est beaucoup plus simple pour lui de réussir à trouver les bons réglages. On sent également que le plancher a tout de même eu un certain impact sur cet SF25, puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, Ferrari avait rapporté certaines évolutions avec un nouveau plancher, quelques améliorations également à l'arrière de la monoplace pour améliorer encore une fois l'équilibre de cet SF25. Donc oui, j'ai plutôt bien aimé la performance de Charles Leclerc. Pour Lewis Hamilton, je suis encore une fois un petit peu mitigé. Pareil que pour Lando Norris, Lewis Hamilton, il était nulle part lors de la journée du samedi. Lors de la journée du dimanche, il s'en est beaucoup mieux sorti. Il faut le dire, il s'en est beaucoup mieux sorti. Mais je trouve tout de même qu'il y a encore une fois quelques lacunes. J'ai vraiment l'impression qu'il a du mal à s'adapter. Et même, c'est même pas moi qui vous le dis, hein, c'est Lewis Hamilton qui le dit lui-même. Il a du mal à s'adapter à la SF25. J'espère pour lui que cela va changer. On sait que Lewis Hamilton, avec ses monoplaces, il a du mal quand il a un train arrière plutôt instable. Et on peut le constater. On peut le constater, Lewis Hamilton, il avait un manque d'équilibre qui était assez flagrant avec une voiture, encore une fois, très sous-vireuse. Et mis à part Lewis Hamilton, si j'en reviens aux deux pilotes, Ferrari n'a tout de même pas été très chanceux sur la stratégie aujourd'hui. Alors l'objectif de Ferrari était très clair, hein. Ils sont partis sur une stratégie décalée, une stratégie totalement différente des autres. Donc ils partaient en médium, les deux pilotes se sont arrêtés en même temps au 18e tour de course, encore une fois pour les médiums. Et là où ils devaient sûrement passer les tendres à la fin de ce Grand Prix, eh bien ils se sont fait piéger par la safety car. Voilà, par la safety car, ils ont dû rentrer pour les durs, pour permettre aux pilotes d'aller jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Donc je pense que Ferrari voulait absolument éviter les durs. Alors c'est vrai que les pneus durs n'ont pas été mauvais pour tout le monde, mais je pense sincèrement que si Ferrari a décidé de ne pas choisir les tendres à ce moment-là, comme a pu le faire par exemple Mercedes, c'est qu'il y avait forcément une raison et que la dégradation était peut-être un petit peu trop élevée. Donc voilà, le choix de stratégie me semblait être médium, tendre, et dû à la safety car, ils ont dû changer la stratégie. Et ça n'a pas du tout aidé eh bien, les pilotes jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Et ça s'est vu avec Charles Leclerc qu'on a senti beaucoup plus en difficulté à la fin de son relais en dur. Au moment où il se fait dépasser par Lando Norris, il ne peut strictement rien faire, hein. C'est tellement dur pour lui. Il y a même un moment où il pousse littéralement Lando Norris de la piste, hein. Il se bat il se bat comme il peut en fait, hein, envie de vous dire. Il était en détresse totale. Et même au niveau de Lewis Hamilton, ça s'est tout de suite remarqué. Là où sur le deuxième relais en pneu médium, Lewis Hamilton était vraiment très bon, avec énormément de dépassements en pneus durs, ça a été plus dur, tout simplement. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que Ferrari a fait un plutôt bon week-end, et je pense que c'est plutôt encourageant pour Jeddah. Après, j'espère encore une fois voir d'autres évolutions à Jeddah. Leclerc, certes, s'en sort bien mieux dans cette monoplace, on a vraiment l'impression qu'il a compris quelque chose dans la voiture. Par contre, au niveau de Lewis Hamilton, je pense que d'autres évolutions devraient être envisagées, puisque Lewis Hamilton a encore une fois un petit peu de mal à se retrouver dans cette SF25. Prochain top, et je vais encore mettre une écurie, cette fois-ci c'est bien sûr Haas, hein, l'écurie américaine qui est désormais 5e au classement constructeur. J'applaudis la performance des deux pilotes. Esteban Ocon qui ressortait d'une qualification qui était encore une fois très compliquée, il partait 14e, aujourd'hui il arrive à la 8e position. Il est parti sur une stratégie très agressive, il part en tendre, puis ensuite il va venir mettre les médiums à partir du 8e tour. Arrivé aux alentours du 25e tour, il commence à perdre un petit peu ses médiums, il se fait notamment dépasser par Lewis Hamilton, donc il décide de rentrer au stand. Donc il rentre au 28e tour de course pour les durs, et au final son dernier relais en dur est juste exceptionnel. Il est sous la pression de pilotes tels que Max Verstappen, et pourtant il arrive tout de même à plutôt bien défendre sa position. La dégradation était très bonne, et il vient chercher la 8e place aujourd'hui à Bahreïn, donc bien joué à Esteban Ocon. Oliver Biermann, pareil, hein, Oliver Biermann, stratégie à peu près différente, hein. Oliver Biermann, lui, il va directement mettre les durs dès son premier arrêt. Donc lors de la safety car, il va s'arrêter une seconde fois pour les tendre et il va terminer cette course en tendre. Fin de course très compliquée tout de même, hein, pour Oliver Biermann. Il fallait les emmener, ces tendres, jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Il aura réussi à le faire d'une très belle manière. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son début de course.
Le gars part à la 20e position, il arrive à la 14e place après 2 tours, quoi. Donc, certes, il est chanceux dans un sens d'avoir eu la voiture de sécurité, hein, ou sinon je pense qu'il aurait probablement terminé en dehors des points aujourd'hui. Mais bon, voilà, tout de même, il fait un très très gros relais en pneu dur. Et je rappelle qu'aujourd'hui, le pneu dur, c'était franchement le pneu le plus difficile à gérer. Donc voilà, encore une fois, bien joué aux deux pilotes. Ils marquent de très très gros points. Ce début de saison de l'écurie américaine me semble être de plus en plus solide. Prochain top, et je vais le mettre après les As. Tout simplement pourquoi? Puisque en fait, ce pilote était sur la même stratégie que Esteban Ocon. Il s'arrête au 10e tour, enfin il part en tendre, il s'arrête au 10e tour pour les médiums, puis ensuite il va venir chausser les hards juste avant la safety car. Et pourtant, malgré ce désavantage, il va plutôt bien maintenir sa 7e position aujourd'hui. Et il va surtout rapporter 6 points pour Alpine, les premiers points d'Alpine. Je parle bien sûr de Pierre Gasly, performance ultra solide de Pierre Gasly. Je sais pas d'où est sortie cette performance quand on sait que Alpine n'était pas forcément au rendez-vous lors des 4 premiers Grands Prix. Enfin lors des 3 premiers Grands Prix, là ils sont revenus de nulle part, surtout en qualification, mais quel tour de la part de Pierre Gasly, il va venir se hisser en deuxième ligne quoi, avec une Alpine. Ça a totalement changé son week-end et je pense qu'à partir de ce moment-là, il pouvait d'ores et déjà espérer certains points. Donc là, il va venir terminer cette course à la 7e position. Comme pour Esteban Ocon, le dernier relais a été beaucoup plus délicat pour Pierre Gasly, tout simplement pourquoi? Puisqu'il s'est arrêté avant la safety car. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à maintenir sa 6e position jusqu'à la fin de ce Grand Prix puisqu'il va se faire dépasser par Max Verstappen dans le tout dernier tour. Tout de même, j'applaudis la performance de Pierre Gasly et ça va faire du bien à l'écurie. 6 points marqués aujourd'hui pour Alpine et on espère que ça continuera sur cette lancée d'ici Jeddah. Donc on est parti pour les flops et première écurie que je veux mettre dans les flops. Certains vont me dire que je suis un petit peu trop dur, mais j'avoue que j'ai été quand même assez déçu sur un circuit un petit peu plus traditionnel après une énorme perf au Japon. Je trouve que Red Bull aujourd'hui n'a pas forcément été à la hauteur. Je parle pas des pilotes, mais je parle de l'écurie en elle-même, je parle de la monoplace en elle-même. Il faut savoir que ce soit au niveau de Verstappen ou de Yuki Tsunoda, au final, ils ont fait une meilleure performance aujourd'hui que lors des qualifications. Verstappen, c'était 7e en qualif, 6e en course. Tsunoda, 10e en qualif, 9e en course. Il y a quand même eu une place de gagner pour les deux pilotes. Mais tout de même, j'ai vu énormément de faiblesses. Si je vous parle de la RB21, un manque d'équilibre qui est totalement flagrant, un manque d'adhérence également qui va jouer dans la surchauffe, notamment des freins. On a pu le sentir avec Max Verstappen. Si je vous parle de la stratégie, elle était à peu près similaire pour les deux pilotes, sauf différente pour Max Verstappen à la fin du deuxième relais. Les deux pilotes s'est lancé en pneus tendres, puis ils vont tous les deux chausser les pneus médiums. Petite différence, c'est que Max Verstappen va s'arrêter dès le 27e tour de course, avant la safety car. Ça va tout de même un petit peu jouer dans un certain sens, même si les écarts vont énormément se resserrer. Et ça va permettre tout de même à Verstappen de revenir au contact de certains pilotes. Mais vraiment, cette Red Bull, je ne l'ai pas du tout reconnue. Entre le 20e et le 24e tour de course, on a pu sentir une énorme dégradation, une énorme surchauffe au niveau de Max Verstappen. Il se fait dépasser par Andrea Kimi Antonelli, il se fait dépasser par Lewis Hamilton. Tsunoda, pareil, Tsunoda qui s'est battu pendant toute la course pour rester dans le top 10. Au final, Tsunoda est un petit peu chanceux puisqu'il y a quand même une collision avec Carlos Sainz à un moment, donc il peut perdre très très gros à partir de ce moment-là. D'ailleurs, si je reviens sur Tsunoda tout particulièrement, je suis plutôt satisfait de sa course. Il n'est pas non plus trop loin de Max Verstappen. Bon, ok, il y a eu la safety car, mais il est tout de même dans le top 10. Donc il y a quand même du positif à ce niveau-là, mais sinon, que ce soit au niveau de la RB21, au niveau de l'écurie, franchement, c'était tout bonnement catastrophique. Je vous parle même pas des arrêts au stand. Le premier arrêt de Max Verstappen, 3,5 secondes. Le deuxième arrêt, 6,1 secondes. Je crois qu'il y a eu un problème au niveau de la procédure d'arrêt, donc au final, ça a un petit peu perturbé les mécanos, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible puisque lors du premier arrêt, s'il n'y a pas ce problème-là, Verstappen peut ressortir devant Lando Norris. Lando Norris qui, à ce moment-là, devait purger une pénalité. Je vous parle des arrêts au stand de Max Verstappen, mais également pareil pour Yuki Tsunoda. Hein. Le premier arrêt est totalement loupé. Je crois même qu'il y a eu une réunion de crise qui a été organisée juste après ce Grand Prix. Et c'est tout à fait normal, parce que ce Grand Prix était tout bonnement catastrophique. Je pense qu'on est sur le pire Grand Prix de Red Bull lors de cette saison 2025. Donc voilà, il va falloir relever la tête dès le prochain Grand Prix. Il va falloir également rapporter des évolutions qui vont être primordiales pour améliorer l'équilibre de cette monoplace, pour améliorer également cette Red Bull sous des températures qui sont un petit peu plus élevées. On l'a vraiment senti touché par les températures. Donc voilà, Red Bull, Grand Prix, week-end même très très compliqué pour ma part. C'est pour cela que je vais les mettre
dans les flops, mais en tout cas dites-moi bien sûr ce que vous en pensez. Et mis à part Red Bull, il y a des flops qui restent assez logiques, hein, je vous les passe très rapidement. Racing Bulls, déjà mauvaise perf des deux pilotes, que ce soit pour Hadjar ou pour Lawson. Lawson déjà pénalisé à 2 reprises aujourd'hui, dû à un contact avec Nico Hülkenberg et un contact avec Lance Stroll. Il n'y a plus rien qui va pour Liam Lawson, j'espère vraiment qu'il va réussir à se ressaisir parce que là depuis sa rétrogradation, c'est de plus en plus compliqué pour le pilote néo-zélandais. Je vais également mettre Williams dans les flops. Première grosse contre-performance pour Williams depuis ce début de saison. Aucun point marqué lors de ce week-end. C'est d'ailleurs dommage hein, voilà, pour Carlos Sainz. Carlos Sainz qui était pendant très longtemps dans le top 10. Mais malheureusement, une collision avec Tsunoda va totalement détruire sa course. Aston Martin également que je vais mettre dans les flops. Bon, pour Aston Martin, je ne vais pas faire une longue analyse. Hein, c'est à peu près pareil à chaque week-end. Il n'y a rien qui va. Donc voilà, vivement les premières évolutions, hein, puisqu'on commence vraiment à sentir de la frustration au niveau des pilotes. Donc voilà les amis, on a terminé pour le débriefing de ce Grand Prix. N'oubliez pas bien sûr de me laisser vos top flops comme d'habitude dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, voilà, un petit like, un petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir, ça récompense le travail. Je crois qu'on est sur le débrief le plus long hein, depuis ce début de saison. J'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.